Brice Hortefeux est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Emmanuel Macron est en train de réformer le Code du travail. Et il faut bien le dire, la droite en a longtemps rêvé. On écoute François Fillon, à l'époque candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Je veux d'abord qu'on réforme le marché du travail, qu'on instaure la règle qui permet aux salariés de négocier dans les entreprises, avec des accords majoritaires, la durée et l'organisation du travail. Voilà, la droite en a rêvé, c'est fait. Non, c'est pas exactement comme ça. Là. C'est un résumé, mais c'est normal. Votre vocation, c'est de résumer. Oui. Mais il faut résumer sans schématiser. Donc, la réalité, oui, bien sûr, dans la proposition, il y a des avancées. Il y a des avancées, le plafonnement des indemnités prud'homales, il y a des avancées avec la fusion des instances représentatives, il y a des avancées notamment importantes sur la prise en compte de la situation nationale dans les plans de licenciement, parce que c'est une des conditions pour attirer les investisseurs. Donc ça, ce sont des éléments positifs. Et la négociation dans les entreprises qui est élargie. C'est plus compliqué parce que le gouvernement, en fait, a reculé. Il y a des avancées, mais le gouvernement a reculé. Par rapport au point de départ, il a reculé sur l'articulation entre accords d'entreprise et accords de branche. Il y a un déséquilibre. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait davantage de poids donné aux accords de proximité. Il a reculé sur la possibilité de négocier avec les délégués du personnel. C'est 50 salariés, alors qu'on sait très bien que dans notre pays, la réalité, c'est qu'il aurait fallu aller jusqu'à 300. Le référendum d'entreprise, il a reculé par rapport à ses projets initiaux, oui, mais il n'a pas reculé par rapport à l'état du droit actuel. Mais il a reculé par rapport à ce qui était annoncé, et en tout cas reculé par rapport à ce que nous souhaitions. Donc, de votre point de vue, ce sont des avancées par rapport au droit actuel. Je vous ai donné 3 exemples d'avancées, je vous donne un troisième exemple où il a cédé, c'est la possibilité de ces référendums qui ne sont limités dans l'entreprise, à l'initiative de l'employeur, dans les entreprises simplement de moins de 20 salariés. Donc vous voyez, il y a d'un côté, oui, des avancées, de l'autre côté, il y a eu des reculs du gouvernement qui a cédé aux syndicats. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que, pour reprendre un langage syndical précisément, le compte n'y est pas. Et il y a des avancées, des petits pas, alors qu'on aurait besoin de grandes enjambées. Pourquoi de grandes enjambées ? Tout simplement pour aider à l'emploi. Et alors, globalement, que doivent faire les députés de votre parti, à votre avis, Brice Hortefeux ? Je vous donne, j'espère, la conclusion logique de ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que comme il y a des petits pas, si j'étais parlementaire national, je suis député européen, si j'étais parlementaire national, je voterais les ordonnances. Donc ça brouille un peu la perspective quand même. C'est-à-dire, vous êtes des opposants qui ne vous opposez pas parce que ce que fait le gouvernement, de votre point de vue, même si ce n'est pas assez, mérite d'être défendu. C'était ce que vous suggérez, donc Jean-Michel Apathy, c'est que l'opposition s'oppose systématiquement. Précisément, c'est pas ce que l'on fait. Je ne suggère rien, je constate. Nous voulons être une opposition responsable. Qu'est-ce que ça signifie ? Une opposition responsable, c'est que quand ça va dans la bonne direction, on approuve, et quand cela, pense-t-on, n'est pas utile à notre société, on le dénonce. C'est nouveau. Voilà. C'est nouveau. C'était pas le cas pendant le quinquennat de François Hollande. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes... C'est la situation politique qui l'exige, peut-être. Mais c'était avant, comme vous le savez, c'est une formule qui est largement usitée, donc c'était avant. Mais nous, nous voulons être une opposition responsable. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes constructif ? Non. Si vous faites allusion à des constructifs, c'est ceux qui pensent à construire leur carrière. Donc ça, c'est autre chose. Nous, on est une opposition responsable. C'est-à-dire, encore une fois, quand c'est bien, on le dit. Quand c'est mal, on le dénonce. C'est ce que dit Thierry Solaire. Il dit la même chose, il dit quand c'est bien on le dit et quand c'est mal on le dénonce. Eh bien si vous vous référez aux grands auteurs... Donc il y a les constructifs et les responsables. Ça va pas être facile de s'y retrouver. Si, c'est très simple parce que nous, vous savez, j'appartiens à une famille qui a la chance d'être une famille qui est importante. Encore une fois, je le rappelle, il y a plus de 100 députés à l'Assemblée nationale, on est au Parlement européen, la deuxième des... Mais c'est toujours la même chose, mais vous avez raison de me provoquer. C'est-à-dire que si on était alignés comme des petits pois, vous direz qu'est-ce que c'est que cette famille caporalisée ? Et si nous appartenons à une famille qui effectivement débat, qui réfléchit, l'exemple d'ailleurs du Code du travail est un bon exemple. Il y a eu débat, il y a eu réflexion, il y a eu des discussions, il y a eu des suggestions, des propositions. Ben voilà, c'est honnêtement très bien et très sain qu'on fonctionne comme ça. Autre réforme en cours, le ministre de l'Intérieur va présenter la semaine prochaine un projet de loi déjà discuté au Sénat qui vise à transcrire dans la loi ordinaire des mesures liées à l'état d'urgence. Voilà près de 2 ans que nous vivons sous le régime de l'état d'urgence. Est-ce que ce projet de loi présenté par Gérard Collomb, dans ses grandes lignes, vous paraît adapté à la situation ? L'objectif est juste.
les mesures sont intéressantes, mais l'ensemble est insuffisant. C'est ça la réalité de ce projet. L'objectif est juste. C'est un sujet quand même très grave. Hein. Oui. L'objectif est juste parce que on sent bien que la menace terroriste, elle est permanente, violente et touche naturellement la France et l'ensemble des pays européens, notamment. Je rappelle que la France est aujourd'hui le 3e pays au monde victime du terrorisme. Or, ceux qui sont en zone de conflit, naturellement. Je vous rappelle la réalité, c'est que nous avons 7200 Européens. Les estimations peuvent différer légèrement, mais enfin 7200 Européens qui sont engagés sur des théâtres d'opération avec le djihad, que là-dedans il y a le tiers qui sont d'origine française, et qu'en France même, sur le fichier de prévention de la radicalisation, il y a 18 500 personnes qui sont recensées. Et pourquoi je vous donne ce chiffre de 18 500 ? C'est parce que c'est un chiffre qui est en augmentation spectaculaire, puisque le nombre de ceux qui sont sur ces fichiers a augmenté de 60% en 2 ans. Donc, l'objectif est juste, bien sûr, qu'il faut lutter contre le terrorisme et se donner les moyens. Du fameux fichier S, hein ? Non, ça, c'est pas le fichier S. C'est le fichier de prévention de la radicalisation. C'est un fichier qui recense un certain nombre de personnes et dont, d'ailleurs, 2000 résidents ou ressortissants français sont considérés comme totalement radicalisés. Et alors, en quelques mots, le projet du ministre de l'Intérieur le projet, il y a des mesures qui vont dans le bon sens. Quand il y a une manifestation, des choses comme ça, les préfets peuvent sécuriser les périmètres. C'est une bonne chose. Et il y a des mesures concernant les fermetures des lieux de culte radicalisés. Je préférais qu'on rajoute 3 mois, mais il y a une possibilité de 6 mois, ça va dans le bon sens. En revanche, ce que l'on appelait autrefois, dans le cadre de la loi de l'état d'urgence, qu'on appelait autrefois les assignations et les perquisitions, on change de nom, on appelle ça visite, on appelle ça contrôle administratif, et les conditions sont tellement restrictives pour les mettre en œuvre que je pense que on ne pourra pas, dans la plupart des cas. Donc, je pense que c'est insuffisant. Et dernier élément, à titre personnel, moi je souhaiterais qu'il y ait une mesure de rétention administrative. Vous savez, la rétention administrative, ça existe pour les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques violents, ça existe pour les étrangers illégaux, c'est-à-dire qui viennent sur le territoire français sans nous demander notre autorisation, sans nous demander notre accord, et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas envisagé, même s'il faut une réforme sans doute constitutionnelle, je pense que ça serait utile. Vous restez avec nous, Brice Hortefeux, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Comme une malédiction au Mexique, 32 ans jour pour jour après le terrible séisme de 85, la terre a de nouveau tremblé hier dans la capitale et le centre du pays. Le bilan ne cesse depuis de s'alourdir, au moins 248 morts, dont une vingtaine d'enfants tués dans l'effondrement de leur école à Mexico. 2 avions Falcon de la Marine nationale doivent survoler la Guadeloupe pour identifier les zones les plus touchées par l'ouragan Irma. 40% des foyers sont privés d'électricité. Il faut aussi déblayer les routes. Le bilan est de 2 morts et 2 personnes portées disparues en mer. Maria est maintenant à 140 km de l'île américaine de Porto Rico. Il arrive avec des vents à 280 km/h. Ne plus dire Solferino pour désigner le PS. Le siège du parti est officiellement en vente depuis hier soir. L'objectif, c'est de renflouer les caisses après les échecs à la présidentielle et aux législatives. Les 3000 mètres carrés de bureaux parisiens sont estimés entre 40 et 70 millions d'euros. L'arrestation d'un 3e suspect après l'attentat dans le métro de Londres qui a fait 30 blessés vendredi dernier. Un homme de 25 ans a été interpellé hier à 200 km de la capitale britannique au Pays de Galles. France Info. Le député européen, les Républicains, Brice Hortefeux est notre invité ce matin sur France Info. Jean-Michel Apathy. La grande affaire des Républicains, donc votre parti, Brice Hortefeux, c'est l'élection d'un nouveau président. Vous soutenez la candidature de Laurent Wauquiez, qui est tellement favori d'ailleurs que certains dirigeants des Républicains se désintéressent de l'élection. C'est le cas de Jean-François Copé qui était à votre place il y a une semaine. On l'écoute. C'est pas vraiment une élection. Vous l'avez compris. Vous ne savez même pas si vous allez voter? Non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il y a l'enjeu, il faut désigner un président. Oui, mais non, mais c'est fait. C'est qui? Mais c'est Laurent Wauquiez. Vous allez voter pour lui? Comme il n'y a pas d'enjeu, je ne sais pas si je vais voter. Je ne sais pas si je vais voter. C'est dire à quel point en est rendu votre parti, Brice Hortefeux. C'est un peu inquiétant, non? Nous avons la chance. Allez-y, dites ce que vous avez sur le cœur, là. C'était sur le point de sortir, là. Ouais. Vraiment, là. C'est-à-dire que si vous me poussez effectivement dans mes retranchements, je connais bien Jean-François Copé, qui est à titre personnel d'ailleurs un ami, mais enfin je me souviens néanmoins
de la période où effectivement il y avait une compétition. Et franchement, on ne peut pas dire qu'on soit sorti, à l'époque ça s'appelait l'UMP, on soit sorti renforcé de cette séquence-là. Vous vous souvenez combien ça avait été violent, source de polémique et autres. Bon, la réalité, c'est pas ça, c'est que nous avons la chance d'appartenir à une famille dans laquelle il y a un vote qui est un vote extrêmement large, puisque tous les adhérents, il y a plus de 230 000 adhérents qui sont invités à se prononcer. S'il y en a qui ont des choses à dire, qu'ils les disent. Et s'ils ont envie de dire des choses, pourquoi ne sont-ils pas candidats? C'est ça la question. Vous avez toujours 230 000 adhérents? C'est pas beaucoup, ça? C'est 200. Je crois que le fichier, je ne suis pas le comptable des adhérents, mais le fichier, c'est 200. Ça chute partout. Non, mais sous les 216. 200 000, non, mais c'est parce que je crois qu'on a pris sur les 2 dernières années. Je crois que c'est ce qui a été retenu. Mais en tout cas, ce qu'il faut effectivement souligner, c'est que les adhérents de notre famille politique pourront voter. Ils ont le choix dès aujourd'hui, d'ailleurs, entre plusieurs candidats. Et effectivement, je considère que Laurent Wauquiez est le mieux à même de construire et rassembler. Et nous conviendrons que le suspense est faible. Mais vous savez très bien que vous avez observé que cette année, en 2017, tout ne s'est pas passé exactement comme vous l'aviez prédit. Vous pensez qu'il peut perdre, Laurent Wauquiez? En tout cas, c'est ce que vous dites là. Vous pensez qu'il peut perdre? Moi, je souhaite qu'il gagne. Oui, mais vous pensez qu'il peut perdre. Mais vous souhaitez qu'il gagne et vous dites une défaite. À partir du moment où il y a la démocratie, naturellement, et il y a pluralité. Donc, s'il y a pluralité, il peut y avoir compétition, et tout ça, ceci peut évoluer. Vous dites il peut construire et rassembler. Bon, construire, on verra. Rassembler, on a du mal à le croire. Ouais. Enfin, c'est pas le mot qui nous vient spontanément en parlant de Laurent Wauquiez, compte tenu de tout ce qu'on entend depuis quelques semaines chez les Républicains. C'est pour ça que vous avez bien fait de m'inviter ce matin. Vous voyez, finalement, au moins, il y a cette raison-là. Je pense sincèrement que Laurent Wauquiez est une chance pour les Républicains, et je dirais même un atout pour notre pays. Et pourquoi c'est une chance pour les Républicains? Parce qu'il est, à mon sens, le seul aujourd'hui à concilier des qualités qui sont assez rares. D'abord, la qualité du renouvellement et du rajeunissement. Bon, c'est un quadragénaire, c'est un élément, Jean-Michel Apathy, qui peut compter. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Je me tournais vers vous, plutôt vers Bruce Toussaint, mais c'est pas grave, donc je peux regarder droit devant. N'essayez pas de semer la discorde entre les intervieweurs, ça marche pas. Ensuite, c'est quelqu'un qui, pardon de le dire, a une ligne. Et moi, je souhaite que l'on construise une famille qui soit une famille de la droite, forte, populaire et sociale. Et il a une ligne. Et enfin, il a aussi, ce que beaucoup d'autres ont fluctué, et enfin, il a aussi l'expérience. Et on voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement, aux multiples couacs et cacophonies, on voit bien que l'expérience est utile. Et là, l'expérience, à la fois comme membre du gouvernement, et aujourd'hui comme président d'une région qui est aussi peuplée que la Suisse, aussi vaste que l'Irlande, et qui a un PIB supérieur à celui du Portugal. Donc il a aussi cette connaissance et cette connaissance de proximité. C'est pas mal. Donc, la Suisse, l'Irlande, le Portugal. Oui. Mais il fait peur aussi, Laurent Wauquiez. Alors, par exemple, il y a beaucoup d'expressions qui l'indiquent. On a repéré cette phrase de Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre des Comptes publics, mais qui est toujours membre des Républicains, et qui disait dans Le Monde de lundi: je ne vois pas ce qu'il y a de gaulliste chez M. Wauquiez-Ciotti, désormais proche de la droite extrême. Pas de l'extrême droite, mais de la droite extrême. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, mais ça, c'est naturellement ce que l'on voudrait coller. Mais la réalité, c'est pas ça. Il est aujourd'hui l'incarnation d'élus de terrain qui entendent défendre et protéger. Vous entendez quand même les critiques? Vous les entendez? Il y a des gens qui disent il va très loin quelquefois. Et d'autres qui disent je partirai s'il est élu à la tête des Républicains. Oui. J'ai connu aussi Yannick Noah expliquant qu'il allait quitter la France si Nicolas Sarkozy a été élu. Bonjour à lui. Donc, pas trop le rapport, mais... Si vous avez des phrases définitives, si, vous voyez très bien le rapport, vous avez des phrases définitives, je m'en vais si, et j'attends naturellement pour voir. La réalité, c'est pas cela. C'est que nous avons aujourd'hui des défis à relever. Et
permettez-moi de revenir sur ce que moi je souhaite et ce que je pense que Laurent Wauquiez sera capable de défendre. Et moi, je souhaite une droite forte, c'est-à-dire qui sache faire respecter l'autorité de l'État. Aujourd'hui, dans bien des domaines, l'État ne sait pas faire respecter son autorité. Et je pense notamment à Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est sans doute le plus connu. Il y a 162 décisions de justice qui sont rendues, il y a un référendum populaire, et ça, on ne change rien, si ce n'est un gouvernement qui annonce un énième comité Théodule ou une énième commission. Ensuite, je souhaite une droite qui soit populaire. Qu'est-ce que ça signifie populaire? C'est-à-dire qu'elle soit offensive sur tous les sujets régaliens, c'est-à-dire sur les questions d'immigration, sur les questions de justice. Et vous observez que, par exemple, ce gouvernement ne dit rien sur les lois Taubira. Il n'entend rien revenir donc par son silence sur les lois Taubira qui permettent à un délinquant de ne pas effectuer une seule journée de prison, même s'il est condamné jusqu'à 5 ans. Et enfin, une droite sociale. Qu'est-ce que ça signifie social? Ça signifie que naturellement, on défend les classes moyennes qui ont été matraquées sous le précédent quinquennat, que l'on protège les retraités, parce que l'on voit bien aujourd'hui que la cible de ce gouvernement, ce sont les retraités, et qui rétablissent une vraie politique familiale. Eh bien, pardon, aujourd'hui, Laurent Wauquiez est celui qui incarne le mieux cette possibilité de reconstruire une famille politique, comme Nicolas Sarkozy l'avait su le faire d'ailleurs il y a quelques années. Et c'est utile, bien sûr, pour la droite et l'opposition, mais c'est utile surtout à notre démocratie parce qu'on a besoin d'une formation politique d'alternance. Au passage, ce que vous avez dit sur les délinquants condamnés 5 ans et qui peuvent ne pas faire un jour de prison, c'est laissé à l'appréciation du juge. Donc c'était c'était une manière un peu, comment diriez-vous tout à l'heure, hâtive de présenter les choses. Non, c'est une possibilité. Je vous mets au défi de me démontrer l'inverse. C'est une possibilité qui est offerte. Les magistrats qui le décident. Voilà. Là, je ne sais pas si nous avons trop le temps, mais nous allons parler peut-être après la pause de la situation de Laurent Wauquiez par rapport à la fonction publique, parce que ça aussi, ça fait l'objet de critiques. Absolument. Il est 8h50, tout de suite l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Au moins 248 morts. Le bilan du séisme a été encore revu à la hausse par les autorités au Mexique. Une cinquantaine d'immeubles se sont effondrés à Mexico, notamment une école. 21 enfants ont été tués. L'ambassade de France sur place a ouvert une cellule de crise pour les touristes et les ressortissants français. 24 heures après le passage de Maria, les Guadeloupéens sont toujours confinés chez eux, souvent dans le noir. 85 000 foyers sont privés d'électricité. Les écoles et les administrations vont rester fermées aujourd'hui. Maria arrive dans quelques heures à Porto Rico avec 3,5 millions d'habitants et des vents à 280 km/h. 84% des TER assurés, a priori demain. Perturbation moins importante que la semaine dernière à la SNCF, même si l'UNSA ferroviaire, le deuxième syndicat du groupe, rejoint le mouvement contre la réforme du Code du travail. Et Emmanuel Macron a évoqué cette deuxième journée de mobilisation sur CNN la nuit dernière. La démocratie, ce n'est pas la rue, a-t-il déclaré. Quelques heures avant, à la tribune de l'ONU, le président français a défendu l'accord sur le nucléaire iranien dénoncé par Donald Trump, le président américain qui a aussi menacé de détruire totalement la Corée du Nord. France Info. Brice Hortefeux, notre invité ce matin sur France Info. Jean-Michel Apathy. Alors, Laurent Wauquiez a été membre très peu de temps dans sa vie du Conseil d'État. Il a continué à cotiser pour sa retraite. Ça a fait une polémique. Valérie Pécresse, membre des Républicains, lui a même demandé de mettre un terme à cette situation. Et puis Laurent Wauquiez sur BFM vient d'annoncer qu'il se mettait en disponibilité. Et lui qui disait la semaine dernière dans un communiqué « tout est légal », et je ne suis pas dupe de ces attaques et du moment où elles surviennent. Il dit ce matin, oui, c'est une erreur de m'être comporté comme je me suis comporté. La question, c'est est-ce que Laurent Wauquiez agit dans la légalité? La réponse est oui. La réponse est clairement oui. Personne n'a jamais contesté ça. Si, parce que il y a toujours cette volonté de rumeurs insidieuses. On est sur l'ambiguïté. Non. Vous savez quelle est la situation? C'est que vous êtes fonctionnaire. Si vous cotisez quand vous exercez un mandat électif, et jusqu'en 2014, les parlementaires en avaient la possibilité, si vous cotisez, vous pouvez bénéficier d'une retraite, si vous ne cotisez pas, vous ne bénéficiez pas de retraite. C'est une mesure qui avait été prise quand elle avait été décidée, il y a très 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 longtemps, pour protéger. C'était une mesure de protection. Mais quand on a dit dans l'actualité récente à Laurent Wauquiez, est-ce que c'est bien moral de faire ceci ?
Il a dit oui, il n'y a rien de légal et je ne suis pas dupe du moment où surviennent les attaques. Et ce matin, il dit oui, c'était une erreur d'avoir fait ça. En tout cas, la question était-ce légale? La réponse est oui, sans aucune commune mesure. Écoutez-moi... il le dit lui-même. Non mais... Si les choses, vous savez, il a respecté scrupuleusement la loi. Si l'on modifie la loi, il la respectera scrupuleusement. Mais il a décidé d'anticiper et d'aller plus loin que la loi, selon ce qu'il vient d'annoncer. Et donc, il va au-delà de la loi, considérant sans doute que c'était là une attitude morale. Donc, c'est à la fois légal et moral, voilà son attitude. Il ne l'aurait pas fait, il faut bien dire les choses comme elles sont, si la presse, et notamment Lyon Capitale, n'avait pas regardé de près... On a la situation de Laurent Wauquiez. C'est ce qui est très pénible dans cette vie publique. C'est la presse qui est pénible. On présente, j'ai dit c'est ce qui est très pénible, parce qu'on essaie d'accréditer l'idée qu'il y a eu une illégalité alors que tout était légal. Personne ne parle d'illégalité. Laurent Wauquiez... On parle de statut archaïque et de situations qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. C'était une mesure de protection et d'égalité entre les citoyens. Mais vous le dites vous-même, c'était ancien. C'était ancien, et encore une fois, si vous cotisiez pas, vous n'aviez pas de possibilité de retraite. C'est si vous cotisez que vous bénéficiez de retraite. Pour être précis, pour être précis, plusieurs dirigeants des Républicains, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, ont démissionné de la fonction publique, ce que ne fait pas aujourd'hui Laurent Wauquiez qui se met seulement en disponibilité. Ça serait bien qu'il démissionne? Non. D'accord. Et dans quelques temps, on nous dira c'est une erreur de ne pas avoir démissionné? Mais parce que vous savez, on cherche toujours à laver plus blanc que blanc, et généralement ceux qui lavent plus blanc que blanc se trouvent à un moment donné ou d'autre salis à leur tour. Vous pensez à Valérie Pécresse? Je pense à personne en particulier. Enfin, il y a eu des exemples au gouvernement de M. Macron qui sont là pour le rappeler. Brice Hortefeux, comment va Nicolas Sarkozy? Il va bien, il est naturellement dégagé de toute préoccupation électorale personnelle. Mais électorale, il est bien pas sûr, politique. il est bien, bien sûr, mais il est très attentif à la situation de notre pays. Il est d'ailleurs préoccupé sur un certain nombre de sujets, parce que vous savez, on balaie d'un verre de main, j'entends des commentaires euphoriques, le chômage, oui, le chômage, c'est vrai, il est à 9,4, mais enfin, je rappelle qu'en zone euro, on va rester sur Nicolas Sarkozy, non, mais attendez, l'émission se termine. Non, mais il est attentif à tout cela, vous savez, il est attentif. Est-ce qu'il va voter pour l'élection du président des Républicains? Écoutez, ça, je n'en sais rien, mais je vous le dis. Est-ce qu'il va voter? Non, mais je n'en sais rien. Il va voter Laurent Wauquiez. Il va voter. En tout cas, il a beaucoup d'affection, ça c'est certain, pour Laurent Wauquiez, mais c'est pas pour autant... Il a reçu Laurent Wauquiez, il l'a encouragé, il l'a reçu? Oui, puisque nous sommes vus hier. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très récent. C'est-à-dire qui? Avec Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez. Vous trois. Nicolas Sarkozy, je vous le dis, est dégagé de toute préoccupation électorale personnelle. Il est attentif à la situation de notre pays et il a aussi remis autour de la table tous ceux qui voulaient la renverser quand il a pris la présidence de sa famille politique. Et donc, bien évidemment, il observe avec attention ce qui se passe dans sa famille politique. Et donc, il reçoit Laurent Wauquiez, mais il reçoit un certain nombre de responsables, en tout cas tous ceux, et ils sont nombreux d'ailleurs, qui souhaitent le rencontrer. Bien sûr, et donc on verra s'il votera ou pas, mais probablement il votera pour l'élection des Républicains. Est-ce qu'il y a des nuages au-dessus de la tête de Nicolas Sarkozy? Oui, si l'on en croit Edoui Plenel, qui disait ceci samedi dans une émission de Thierry Ardisson. La vraie surprise, elle est en octobre. Ah oui? Et c'est beaucoup plus gros que Karachi. C'est l'affaire libyenne, la mère des batailles. Kadhafi, Sarkozy. Comment Kadhafi a financé Sarkozy? Vous en avez encore sous le pied, là? Non seulement on en a sous le pied, mais je crois que la police et la justice, à partir de nos investigations, continuent. Vous êtes informé d'un travail que la police mène sur des liens qui existeraient, selon Edoui Plenel, entre le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy, qui auraient existé? Je vous rappelle qu'il y a une plainte qui a été déposée par Nicolas Sarkozy à l'égard de la publication... de la personne que vous venez d'évoquer. Mais vous êtes inquiet là de ce qu'il dit? Il dit en octobre, il y aura des révélations. Totalement, naturellement, totalement serein. Mais je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a déposé une plainte. Voilà, c'est donc Edoui Plenel qui dirige Mediapart qui annonce pour octobre des évolutions dans ce dossier. Nous ne sommes qu'au mois de septembre, nous attendrons. Il nous reste 45 secondes. On ne peut plus dire, c'est ce que disait Edwige Coupès dans les titres, Solferino à propos des socialistes, parce qu'ils vendent le siège de leur parti. Ils ont décidé de le vendre. Alors, vous voudriez que les Républicains le rachètent? Ça vous fait... je ne sais pas. J'ai deux questions. Est-ce que ça vous fait mal au cœur? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une solidarité de parti? Et puis, est-ce qu'il faut vendre aussi le siège des Républicains? Parce que c'est en question. Non.
Non. Non quoi? À Ça la vous fait fois, pas mal au cœur? non, il faut naturellement pas vendre le siège des Républicains, parce que c'est à la fois un symbole et en même temps, ça serait une erreur de gestion, tout simplement. Et Solferino? Donc, nous ne sommes pas dans la... Écoutez, le Parti socialiste, pour parler simple, est sous terre, et nous avons un genou à terre. Quand on a un genou à terre, on se relève et on se relève. Merci beaucoup, Brice Hortefeux, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info.